Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment centrale. Comment on fait pour renforcer le leadership, la gestion dans l'éducation, primaire, secondaire? Oui, surtout dans les pays, disons, à revenus faibles ou intermédiaires. Exactement. Et pour ça, on a une étude commandée par l'ADA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, Une étude intéressante, oui. qui a regardé de près ce que font 12 gros acteurs du développement. On parle de la Banque mondiale, l'Union africaine, l'USAID, des fondations aussi. Tout à fait. Et l'idée, c'est de comprendre comment ils s'y prennent pour ce renforcement des capacités au niveau du système éducatif. C'est crucial. C'est crucial. Et ce qui frappe d'abord, c'est qu'ils ont une vision assez similaire de ce que c'est ce renforcement des capacités. Ah oui? Comment ils le définissent? Souvent, ça s'inspire du PNUD. En gros, c'est aider les gens, les organisations, les sociétés même, à acquérir, renforcer, puis maintenir les compétences pour atteindre leurs objectifs. D'accord. Et l'étude note des points communs importants. Faut tenir compte du contexte, bien sûr. L'engagement local est essentiel. Que des acteurs locaux s'approprient le truc, quoi. C'est ça, qui pilote vraiment. Faut aussi accepter que ça prend du temps, c'est pas immédiat, et s'appuyer sur des données probantes pour décider. Logique. Alors, si la définition est partagée, comment ça se passe sur le terrain? C'est quoi les méthodes concrètes? L'étude les a classés en 6 grands types d'actions. D'abord, la formation, classique, du stage au vrai diplôme. Ok, Ensuite, l'assistance technique, ça c'est l'appui aux politiques ou la gestion de projets, ce genre de choses. d'accord. Troisième point, l'infrastructure technique. Là, on pense au système d'information, les fameux 6G ou EMIS. Ah oui, pour suivre les élèves, les ressources. Exactement. Et aussi l'équipement matériel. Puis, il y a la recherche et l'analyse, faire des diagnostics des systèmes, des évaluations. Mhm. Cinquièmement, la dissémination et l'échange de connaissances. Conférences, réseaux de praticiens, etc. Partager ce qui marche, en gros. Voilà. Et enfin, des programmes multimodaux qui combinent plusieurs de ces approches en même temps. D'accord. Ça fait une belle palette d'outils quand même. Du très classique comme la formation au très technique comme les 6G. Mais est-ce que tout ça marche bien? L'étude pointe des difficultés. Ah bah oui, c'est là que ça se corse un peu. Prends l'assistance technique par exemple. Très utilisée, mais Mais on lui reproche souvent de manquer de durabilité ou d'être un peu à côté de la plaque par rapport aux besoins réels. je vois. Et pour les 6G, c'est pareil. Beaucoup d'investissements, Banque mondiale, GPE, USAID. Mais déjà en 2008, une évaluation de la Banque mondiale disait que leur pérennité était fragile. 2008. Et ça n'a pas changé depuis. Ça reste un défi, visiblement, assurer que ces systèmes fonctionnent sur le long terme, qu'ils soient à jour, utilisés. C'est compliqué. C'est fou ça, la pérennité des systèmes d'info qui coincent toujours. Qu'est-ce qui bloque d'après l'étude? Juste la technique? Pas seulement. Un gros enjeu, c'est la culture de l'utilisation des données. C'est bien d'avoir les systèmes, mais après, il faut que les gens s'en servent. Que ça devienne un réflexe pour décider. Exactement. Des initiatives comme KX, du GPE, ou les EdLab, soutenus par la Fondation Jacobs, essayent de pousser ça. Mais c'est un changement profond. KX, c'est la plateforme d'échange de savoir, c'est ça? Oui, pour partager les innovations, ce qui fonctionne, mais bon, intégrer la donnée au quotidien, c'est un autre niveau. Et au-delà de la donnée? Il y a ce décalage persistant que souligne l'étude. D'un côté, on a les beaux principes, approche globale, appropriation locale. Tout le monde est d'accord là-dessus, en théorie. Voilà. Et de l'autre côté, la pratique sur le terrain est souvent fragmentée, tirée par les objectifs très spécifiques de tel ou tel projet, de tel ou tel bailleur. Ah oui, cette tension entre ce qu'on voudrait, l'appropriation locale, et ce qui se passe, les priorités des financeurs, c'est un point clé. Tout à fait. Et du coup, l'efficacité dans tout ça, est-ce qu'on arrive à mesurer si ça marche vraiment, si ça a un impact? L'évaluation, c'est un autre gros morceau difficile. Déjà, l'étude de la Banque mondiale de 2008 montrait peu d'impact durable des formations sur les pratiques réelles. Les gens sont formés mais ne changent pas forcément leur façon de travailler après. En gros, oui. Et d'autres évaluations, du PNUD ou de l'USAID, vont dans le même sens. Souvent, on renforce des compétences pour un projet précis, mais ça ne transforme pas le système en profondeur. On reste au niveau individuel, on n'arrive pas à changer l'organisation, l'institution. C'est exactement ça. C'est le grand saut qui est difficile. L'USAID avait noté que ça marchait mieux quand ça s'alignait sur ce qui existait déjà, et quand il y avait des champions locaux pour porter le changement. Des leaders locaux motivés? Oui. Mais dès qu'il y a des changements de personnel, de direction, paf, tout peut s'écrouler. L'instabilité administrative ou politique n'aide pas. Waouh! C'est donc très très compliqué de prouver un impact systémique et durable. Mais est-ce qu'il y a quand même des pistes, des choses qui semblent un peu plus prometteuses? L'étude en voit.
Oui, heureusement, il y a quelques tendances qui émergent jugées intéressantes. Par exemple, l'idée de renforcer les capacités des formateurs locaux. Ah, les universités, les instituts de formation nationaux? Exactement, pour créer une capacité de formation endogène, plus autonome, ça c'est une piste. D'accord, quoi d'autre? Il y a aussi ce focus plus marqué sur les données et l'innovation dont on parlait, avec les EdLabs, les communautés de pratique. Tester, partager ce qui marche, utiliser la donnée. C'est ça. Et puis un intérêt croissant pour ce qu'on appelle le niveau intermédiaire des systèmes éducatifs. C'est-à-dire? Les régions, les districts. Oui, ces échelons entre le ministère central et les écoles, ils ont un rôle clé de transmission, d'adaptation des politiques. L'idée, c'est de mieux les cibler, de mieux les outiller. D'accord. Formateurs locaux, données, niveau intermédiaire, des pistes, mais le défi de fond il reste entier, j'imagine. Il reste entier. L'enjeu fondamental, c'est vraiment l'articulation. Comment on connecte ces appuis qui viennent de l'extérieur avec les dynamiques internes de chaque pays. Pour que ça prenne vraiment racine localement. Voilà. Sans cette connexion forte, sans une vraie appropriation nationale, l'amélioration risque de rester en surface ou de ne pas durer. Et l'étude dit quelque chose sur comment faire ce lien. Elle souligne que l'ADA, justement, par sa proximité avec les ministères africains, a peut-être une position unique pour faciliter ce dialogue, cette appropriation. C'est vu comme un atout potentiel. Intéressant. Alors si on résume, on a plein d'acteurs, beaucoup d'efforts, des approches variées pour renforcer le leadership éducatif. Oui, une vraie volonté partagée. Mais des résultats qu'on peine à démontrer sur le long terme, des défis de durabilité qui persistent. C'est un peu le paradoxe, non? Après des décennies d'aide au développement dans ce domaine. Oui, on voit bien ce fossé entre les intentions, les cadres conceptuels très bien faits, et puis la réalité complexe du terrain. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale finalement. Face à ces difficultés qui durent, qu'est-ce qu'il faudrait changer, mais vraiment en profondeur, pour que tout cet appui extérieur finisse par avoir un impact réel, systémique et durable sur le leadership éducatif en Afrique? Vaste question. Oui, de quoi réfléchir.